Leurs visages figurent sur des timbres, ils ont donné leur nom à des écoles, des universités, des théâtres, voire même des bistrots. Leurs noms figurent sur des plaques de rue, de squares. Qui sont-ils? Ils sont les pères fondateurs de l'Europe. Ce sont les Français Robert Schuman et Jean Monnet, dont nous reparlerons, les Allemands Konrad Adenauer, premier chancelier de la RFA de 1949 à 1963, Walter Hallstein, ministre des Affaires étrangères de la RFA, puis premier président de la Commission européenne, le Britannique Winston Churchill, premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, puis de 1951 à 1955, l'Italien De Gasperi, président du Conseil de 1945 à 1953, le Belge Paul-Henri Spaak, chef du gouvernement et figure de premier plan de la rédaction du traité de Rome. C'est aussi le Néerlandais Sico Marsholt, premier commissaire européen chargé de l'agriculture, qui a jeté les bases de la politique agricole commune. Et enfin le luxembourgeois Joseph Beck, chef de gouvernement, fervent partisan de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Par idéalisme et par pragmatisme, ils ont été les forgerons des futures communautés européennes. Mais qu'est-ce qui a pu rassembler ces hommes si différents autour d'un tel projet? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, conflit le plus destructeur et meurtrier de l'histoire et de l'humanité, se développe dans la partie occidentale de l'Europe une intense réflexion sur deux enjeux clés. Tout d'abord, comment essayer d'empêcher le retour de conflits séculaires, en particulier entre la France et l'Allemagne, et repousser les risques d'une nouvelle guerre mondiale, alors que l'Union soviétique se fait de plus en plus menaçante. Par ailleurs, comment reconstruire des économies et des pays dévastés? En effet, à la sortie de la guerre, le bilan est terrible. La production industrielle agricole s'est effondrée. Les réseaux de transport ont été détruits par plus de 2 millions de tonnes de bombes. Humainement, c'est 55 millions de morts. Les pénuries sont généralisées. Les États, trop faibles, ne peuvent faire face. Il est peut-être temps que une vieille idée, certes idéaliste, datant du XVIIe siècle, le rapprochement d'États, la création d'unions, travaillant ensemble, reviennent à l'ordre du jour. Dans ce contexte de crainte de voir ressurgir l'expansionnisme allemand, la France et le Royaume-Uni signent le 4 mars 1947 le traité de Dunkerque, traité d'assistance mutuelle qui est une réactivation de cette vieille entente cordiale. Ce n'est pas tant la crainte d'une réunification de l'Allemagne et donc d'une menace de celle-ci, mais plutôt la crainte qu'elle soit orchestrée par l'Union soviétique et donc hostile à l'Europe occidentale. On mettra en avant cette crainte de l'expansionnisme allemand car de nombreux ministres communistes figurent aussi bien dans les gouvernements français que du Royaume-Uni, mais aussi des députés dans les chambres respectives. Néanmoins, se développe une logique très différente de celle qui a prévalu lors du traité de Versailles de 1919. Il n'est plus ici question d'humilier l'Allemagne et de parler de réparation due par les vaincus. Au contraire, on voit se multiplier les débats, on voit se multiplier les rencontres, telles que celle du Congrès de La Haye de 1948, présidé par Winston Churchill. Il s'agit plutôt de tenter d'aller vers une construction devant assurer une paix perpétuelle. Malheureusement, février 1948, c'est le coup de Prague. Alors que la Tchécoslovaquie est un État qui avait symbolisé la démocratie dans l'entre-deux-guerres, dont le gouvernement, sortant de la Seconde Guerre mondiale, était un gouvernement mixte, les députés non communistes démissionnent. Ils sont aussitôt remplacés sous l'impulsion soviétique par des ministres communistes. Le président Beneš, à l'époque, ne réagit pas. En l'espace de quelques jours, tous les opposants sont muselés et sont réduits au silence. La Tchécoslovaquie bascule complètement dans le camp soviétique. C'est un électrochoc pour l'Europe. Les pays européens comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Ils doivent se regrouper pour assurer leur sécurité. Le 17 mars 1948, signature du traité de Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
En effet, Luxembourg, Belgique ont compris que la neutralité n'était plus une position tenable. Les deux premières guerres mondiales l'avaient montré. Il faut maintenant prendre parti et assurer sa propre sécurité. Ce traité est un traité de coopération économique, sociale, culturelle, mais essentiellement est un traité qui vise la défense collective. Il s'inscrit dans la logique de continuation du traité de Dunkerque, afin de mettre en place un système d'assistance mutuelle automatique en cas d'agression armée en Europe. Face à cette menace soviétique, les pays européens se tournent également rapidement vers les États-Unis afin de compléter leur système de défense. Cette démarche va déboucher très rapidement sur la signature du pacte de l'Atlantique en 1949, puis celle de l'OTAN en 1950. Écoutons maintenant le discours du chef de gouvernement belge, Paul-Henri Spaak, qui justifie la signature de ce traité de Bruxelles lors d'une assemblée des Nations Unies, après une attaque virulente du représentant de l'Union soviétique. Mais est-ce qu'on oublie d'où nous venons? Est-ce qu'on oublie les deux épreuves que nous avons subies en 25 ans? Est-ce qu'on oublie que si nous avons été victorieux finalement, nous avons été occupés pendant 4 longues années et que si nos pays sont sortis de leur double épreuve, nous ne pourrions pas affirmer avec sécurité qu'ils seraient capables encore une fois de sortir d'une 3e guerre mondiale et de reprendre courageusement leur marche en avant. Personne ne peut croire, et M. Bevin l'a bien dit hier, personne ne peut croire que l'alliance qui s'est faite à Bruxelles au mois de mars dernier ait une côté agressif contre n'importe quelle nation, mais au contraire, tout le monde sait que nous avons voulu nous unir pour nous défendre. La délégation soviétique ne doit pas chercher d'explications compliquées à notre politique. Je vais lui dire quelle est la base de notre politique. Je vais lui dire, dans des termes qui sont un peu cruels peut-être, et dans des termes que seul le représentant d'une petite nation peut employer. Savez-vous quelle est la base de notre politique? C'est la peur. La peur de vous, la peur de votre gouvernement, la peur de votre politique. Et si j'ose employer ces mots, c'est parce que la peur que j'évoque n'est pas la peur d'un lâche, n'est pas la peur d'un ministre qui représente un pays qui tremble, un pays qui est prêt à demander pitié ou à demander merci, non. C'est la peur que peut avoir, c'est la peur que doit avoir un homme quand il regarde vers l'avenir et qu'il considère tout ce qu'il y a peut-être encore d'horreur et de tragédie et de terribles responsabilités dans cet avenir. Jusqu'alors, l'Allemagne est en dehors des débats et des négociations de traités. Mais en 1950, tout change. En effet, 1950, c'est la guerre de Corée qui éclate. Les troupes de la Corée du Nord, soutenues par l'URSS, envahissent la Corée du Sud qui, elle, a le soutien des États-Unis. Les USA envoient massivement du matériel, des hommes, des contingents de différents pays alliés interviennent également dans le cadre des Nations Unies. Les États-Unis se rendent compte donc qu'ils ne pourront pas, si d'aventure l'Union soviétique attaque l'Europe occidentale, venir au secours efficacement de celle-ci, et que très certainement les grands pays d'Europe occidentale seraient balayés par l'armée rouge. Il propose alors de réarmer l'Allemagne, celle-ci doit prendre sa part de la défense collective. Le gouvernement français est particulièrement opposé à un réarmement allemand. Il propose une solution de repli qui est la création d'une communauté européenne de défense où certes il y aurait des divisions allemandes mais placées sous commandement commun. On sait la suite. Cette CED ne verra pas le jour, rejetée, et on proposera alors la création d'un côté d'une République fédérale d'Allemagne qui disposera d'une armée de quelques dizaines de divisions et celles-ci seront encadrées au sein du traité de l'Atlantique Nord au sein de l'OTAN. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman,
prononce depuis le salon de l'horloge du Quai d'Orsay une déclaration. Déclaration baptisée depuis Déclaration Schuman. Celle-ci est inspirée par Jean Monnet, premier commissaire au plan. Elle propose la création d'une organisation européenne supranationale chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. Ce texte débouche sur la signature, le 18 avril 1951, du traité de Paris qui fonde la communauté européenne du charbon et de l'acier entre 6 États européens, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Italie. Jean Monnet, le 10 août 1952, prend la présidence de la haute autorité de la CECA à Luxembourg. Cette déclaration Schuman est particulièrement importante puisque derrière, elle va marquer la construction européenne jusqu'à aujourd'hui. C'est tout d'abord une approche d'intégration sectorielle avec effet de spillover. On est sur un secteur en particulier où on va avoir une autorité, mais peu à peu l'intégration va diffuser à d'autres domaines. C'est également une limitation de la souveraineté étatique. En mettant en commun leur production, les États abandonnent une partie de leur souveraineté. Mais c'est aussi les symboles de l'industrie d'armement qui sont concernés. Avec l'acier, on fait des chars, des cuirassés, des canons, etc. Et puis surtout, on est face à une politique du fait accompli. La rédaction de la déclaration du plan Schuman s'est faite en toute discrétion entre Schuman et Monnet. Le Conseil des ministres va donner son accord sans forcément savoir le contenu exact de cette déclaration. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que par contre, Schuman va être soutenu par à la fois le Premier ministre italien, mais également par Konrad Adenauer, chancelier allemand. Et c'est l'aval soudain du gouvernement allemand qui permet d'empêcher de longues discussions internes au sein du gouvernement français. Ce plan va bien sûr être critiqué, caricaturé. On pense que ça peut être la renazification de l'Allemagne grâce à la France, c'est la mise en place d'une industrie d'armement puissante entre les deux pays. Quoi qu'il en soit, eh bien, ça n'a pas donné cela. Et je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration, mais également quelques explications de la part de Jean Monnet et de Joseph Beck. Voilà, ce sera la fin de cette petite vidéo. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. En 1950, j'étais commissaire au plan de modernisation. N'oubliez pas qu'à cette époque, le coup de Prague, le blocus de Berlin, la guerre froide étaient à nos portes. J'ai toujours été convaincu, et surtout depuis la dernière guerre, que pour arriver à établir la paix, il fallait établir l'unité entre l'Allemagne et la France. Cette unité était difficile. Comment le faire? M. Schuman, à ce moment-là, et beaucoup d'autres, étaient préoccupés de la question, de savoir quel était l'avenir de l'Allemagne. Il devait y avoir au mois de mai, à Londres, une réunion entre les Alliés pour décider de l'avenir de l'Allemagne. Est-ce que nous allions revenir, ce que je considère comme les erreurs de 1918, ou est-ce que nous allions établir les relations sur une base d'égalité? C'est alors que j'ai proposé à M. Schuman l'organisation d'une union entre la France et l'Allemagne, ce qui est devenu une Union européenne, et ce qui a été la base de la communauté du charbon et de l'acier. À M. Schuman revient le mérite de l'avoir fait accepter par le gouvernement français
et de l'avoir proposé au nom du gouvernement français à l'Allemagne et aux autres pays d'Europe. Pourquoi est-ce qu'en réalité nous avons voulu faire l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Nous pensions qu'il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l'Allemagne. Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c'est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait, ou l'idée européenne, ou l'un des motifs, l'un des objectifs de la lutte pour l'Europe unie a été atteint.